Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, dans les ruelles tranquilles de St. Mary Mead, un étranger frappe là où dorment les secrets. La paix d'un vicaire est brisée et une seule visite change tout. D'où venez-vous avec nous ce soir? Versez, vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Tout a commencé avec le léger craquement du presbytère rampant un bruit ordinaire à St. Mary Mead, même si Madame Price Ridley, de sa fenêtre d'en face, pensait autrement. Car, au crépuscule de ce soir de mars, un étranger se tenait près de la haie du presbytère, le chapeau baissé, le manteau humide de la brume qui s'engouffrait dans les dunes. Il regarda autour de lui avec un air étrangement hésitant, comme s'il hésitait à frapper ou à se retirer dans l'obscurité. À l'intérieur, le salon du presbytère brillait de la lueur joyeuse d'un petit feu. Le révérend Léonard Clément s'occupait de la tâche, toujours désespéré, de réparer un panneau d'affichage de l'église lorsque la gouvernante, Madame Finch, apparut. « Il y a quelqu'un à la grille, monsieur », annonça-t-elle. « Un gentleman, à en juger par son apparence. » Il se tenait là depuis près de 5 minutes. Avant que le vicaire puisse se lever, l'étranger franchit le portail avec une résolution soudaine et se dirigea vers la porte. Quelques instants plus tard, il fut introduit par un homme de taille moyenne, au visage pâle et rasé de près, et au regard anxieux qui scrutait les recoins comme s'il craignait d'être suivi. Ses manières étaient courtoises, mais chacun de ses mouvements trahissait une certaine tension. « Mon nom, eh bien, peu importe, » commença-t-il d'une voix tremblante. « On m'a dit que le vicaire pourrait réconforter un homme, ou du moins l'écouter avant la police. » À ces mots, les yeux de Madame Finch s'écarquillèrent, et la main du vicaire s'immobilisa en plein vol. « La police » répétitif. « Oui », dit simplement l'homme. « Il s'est passé quelque chose de fâcheux. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Seulement, je ne sais pas ce que je pourrais être. » Il semblait sur le point d'en dire plus, mais s'arrêta brusquement lorsqu'on frappa à la porte. Un coup lourd, officiel, indéniable. 2 agents de police entrèrent, leurs chapeaux dégoulinants, le visage solennel. Le plus grand s'adressa au vicaire avec une courtoisie solennelle. « Pardonnez-moi, révérend, mais nous recherchons un homme signalé dans le secteur, nommé Harcourt. Il s'est échappé du train 515 près de Mash Benham après une altercation mortelle. » Les mains de l'étranger se crispèrent sur le dossier de la chaise. « Alors, inutile, » dit-il doucement. « Je suppose que vous feriez mieux de me prendre. » Les agents s'avancèrent. Madame Finch haleta et le vicaire resta bouche bée. Mais alors même qu'ils emmenaient l'homme, Mademoiselle Marple, qui rendait visite à Madame Price Ridley, traversa le chemin et entra dans le presbytère pour lui remettre un livre de jardinage emprunté, s'arrêta sur le seuil. Elle regarda l'homme, scrutant son visage avec cet intérêt doux et désarmant auquel peu de gens pouvaient moins résister. « Pauvre âme !» murmura T.L. doucement. « Il n'a pas l'air d'un homme tué par colère. » Personne ne répondit. Le portail grinça de nouveau, tandis que la police emmenait l'étranger dans la nuit. Pourtant, lorsque le vicaire retourna au salon, il remarqua quelque chose de petit qui brillait près du tapis du foyer, un unique bouton en argent, étrangement démodé, comme s'il provenait d'un uniforme militaire. Miss Marple se pencha pour le récupérer. « Curieuse, » dit-elle en le faisant tourner entre ses doigts. « Je crois en avoir déjà vu un comme celui-ci, mais pas au presbytère. » Le vicaire sourit faiblement. « Vous pensez qu'il y a plus que ce qu'il paraît derrière tout ça ?» Miss Marple glissa le bouton dans son mouchoir et le glissa dans son sac à main. « Oh, c'est toujours le cas, » répondit-elle doucement. « Surtout quand les gens viennent au crépuscule. » Dehors, le vent se leva, faisant à nouveau trembler le portail du jardin, comme pour faire écho à la supplication muette de l'étranger, et au cœur paisible de St. Mary Mead,
les premiers ragots tissaient déjà des fils qui, au matin, entreraient tout le village dans les spéculations, la pitié et l'effroi. Il était à peine 9 heures le lendemain matin lorsque la femme de chambre de Madame Price Ridley se précipita chez l'épicier, essoufflée, déclarant que l'homme enlevé au presbytère avait avoué le meurtre. À 9h30, le boucher, la receveuse de poste et 2 membres de la chorale de l'église avaient chacun apporté des précisions. Et à 10 heures, le village savait non seulement que l'étranger était un fugitif, mais aussi que l'homme assassiné était un colonel, un avoué et un voleur de bijoux, selon les sources. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec son tricot et une théière de tisane à la camomille, observait le tourbillon de spéculation avec un léger amusement. Les ragots, disait-elle souvent, étaient comme de la levure. Ils poussaient mieux à la chaleur et sans surveillance. Au bureau de poste, Mademoiselle Hartnell racontait l'histoire pour la 3e fois. « On l'avait vu avec du sang sur la manche, m'a-t-on dit, » insista-elle, et on raconte qu'il avait tenté de se cacher dans le cimetière. « Du sang ?» demanda Madame Clément, la jeune épouse du vicaire, à voix basse. Mais Léonard dit qu'il avait l'air effrayé plutôt que violent. Miss Marple, ramassant ses lettres, sourit doucement. « Les gens effrayés peuvent faire des choses étranges, ma chère, mais il faut se méfier de ce que signifie la peur. » Madame Clément rougit légèrement. « Oh, bien sûr, Miss Marple, c'est quand même une affaire épouvantable. » Le pauvre homme avait l'air à moitié affamé. Miss Marple hocha la tête. Les gens à moitié affamés ne portent généralement pas de bottes cirées comme ça. Vous avez remarqué ? Madame Clément cligna des yeux, réalisant que ce n'était pas le cas. Vous l'avez donc vu ? Un instant seulement, répondit Miss Marple. Mais je me souviens de l'expression dans ses yeux. Ce n'était pas de la culpabilité, j'y voyais plutôt une sorte d'attente. Comme s'il avait peur. Quelque chose où quelqu'un ne l'avait pas encore rattrapé. À midi, les agents étaient de retour au presbytère pour de nouvelles questions. Le révérend Clément, poli mais visiblement troublé, les fit entrer dans son bureau. Il se rendit paisiblement, dit-il. Vous ne trouverez rien de violent ici, je vous l'assure. Le policier, plus grand, s'éclaircit la gorge. Nous avons contacté Much Benham. Il semble y avoir confusion quant au nom de cet homme. Le mort n'a pas encore été identifié non plus. Mais la description de l'altercation ferroviaire ne correspond pas tout à fait à celle-ci. Madame Clément, qui rôdait autour de lui avec un plateau de thé, parut surprise. Alors, il n'était peut-être pas coupable. Il se pourrait qu'il couvre quelqu'un, dit l'agent d'un ton sombre. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre impliqué. Lorsqu'ils partirent, le vicaire trouva Miss Marple assise dans le jardin, donnant des miettes aux moineaux. Elle leva doucement les yeux à son approche. « Ah, Léonard, dit-elle, je suppose qu'il y a une incertitude au sujet de ton visiteur nocturne. » Il soupira. « Oui, même si la police semble plus perplexe que informée. Il semble que la victime du train ne soit pas morte des suites de la bagarre, mais d'un coup reçu plus tôt. Ils pensent que notre homme a pris la fuite par crainte d'être soupçonné. La peur, dit doucement Miss Marple, est rarement sans cause. La question est de savoir qui est la cause. » Le vicaire eut un léger sourire, habitué à ces remarques énigmatiques. « Vous pensez qu'il y a plus qu'une coïncidence ? » « Mon cher Léonard, » murmura-t-elle en pliant son tricot, « je n'ai pas encore vu de coïncidence à St. Mary Mead qui ne mène pas directement au placard à squelette de quelqu'un. » Alors que la lumière de l'après-midi éclairait la pelouse du presbytère, le jardinier de Madame Price Ridley s'arrêta devant le portail. « Pardon, madame, » dit-il à Mademoiselle Marple, « j'ai trouvé ceci près du chemin de l'église ce matin. » Il tendit un petit objet dans sa paume, le jumeau du bouton d'argent que Mademoiselle Marple avait ramassé près du tapis du foyer. Elle le retourna pensivement. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle.
Les boutons ont le don de rester avec leur propriétaire. Pourtant, celui-ci semble avoir voyagé. À la tombée de la nuit, l'étranger qui avait déclaré être M. Harcourt était incarcéré à la gendarmerie locale, en attente d'un interrogatoire formel. Les villageois étaient divisés. Certains le croyaient dangereux, d'autres le plaignaient. Mais Miss Marple, seule dans son salon, plaça les deux boutons côte à côte sur une soucoupe et les observa comme s'ils allaient parler. Sa femme de chambre entra avec le journal du soir. « On dit qu'il a avoué, mademoiselle », annonça Tussel. Miss Marple leva la tête. « Avoué quoi ? Trop bien, pour être dans ce train, au moins. »« Ah, » dit Miss Marple, « ce n'est pas tout à fait pareil, n'est-ce pas ?» Elle reprit son tricot, le cliquetis des aiguilles résonnant doucement dans la pièce silencieuse. Dehors, un chien aboya une fois, puis se tut. Le village était plongé dans un léger brouillard. Et tandis que Miss Marple regardait le feu s'éteindre, son regard s'attarda sur les boutons d'une paire assortie qui scintillent maintenant faiblement à la lumière de la lampe, comme les yeux d'un petit secret, attendant d'être découvert. Ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ? Les paroles douces de Miss Marple résonnaient encore faiblement dans la pièce, tandis que la lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle. Les deux boutons d'argent reposent là où elle les avait laissés sur la soucoupe, luisant faiblement à la lumière du jour. Sa femme de chambre était déjà partie chercher du lait, et la maison était plongée dans un silence troublé, seulement par le léger tic-tac de la pendule. Miss Marple posa son tricot et se leva, le regard pensif. Si l'homme se faisant appeler M. Harcourt avait seulement avoué être dans le train et non le meurtre, alors quelque chose ou quelqu'un manquait au tableau. Au presbytère, le révérend Clément était déjà en conversation avec l'inspecteur Craddock, appelé de Much Benham, pour prendre en charge l'affaire. L'inspecteur, un homme soigné et posé, à l'air sceptique, écoutait poliment le vicaire décrire l'arrivée de l'étranger. Il était épuisé, disait le vicaire, trempé, affamé et secoué, mais pas violent, ni même désespéré. J'avoue, inspecteur, que j'ai ressenti plus de pitié que d'inquiétude. Craddock a pris note. Et vous dites que Miss Marple était présente lors de son enlèvement. Oui, par hasard, elle a remarqué un bouton qu'il avait laissé tomber. Craddock haussa les sourcils. Ah, ce serait la vieille dame qui a déjà apporté son aide sur une ou deux affaires. Scotland Yard l'a mentionné une fois. Le vicaire eut un léger sourire. Vous feriez bien de l'écouter, inspecteur. Elle voit plus que la plupart des gens ne le pensent. Miss Marple, quant à elle, marchait déjà vers le chemin de l'église. Ses pas étaient légers, mais déterminés, son expression douce. Elle s'arrêta près du portail où le jardinier avait trouvé le deuxième bouton et regarda autour d'elle. Le sol était humide de rosée et elle distinguait de faibles traces de bottes. Mais elles menaient vers la haie d'if et s'arrêtèrent brusquement. Curieux, pensa-t-elle. Un homme marchant là aurait continué jusqu'au portail du cimetière ou jusqu'au chemin au-delà, à moins d'attendre. Elle se pencha légèrement, écartant quelques brindilles sous-tombées, et ses doigts rencontrèrent un morceau de papier rigide à moitié enfoui dans la terre. Elle l'examina attentivement. Il avait été arraché d'un billet de 3e classe à destination de Londres. L'impression était floue, mais le numéro était suffisamment clair, 942. Elle le glissa dans son sac sans un commentaire. À midi, Miss Marple prend le thé avec Madame Clément, toujours agitée. L'inspecteur dit que le mort a été frappé avec quelque chose de lourd, dit-elle. Mais il ne trouve pas l'arme. Et Léonard pense que le pauvre inconnu connaissait peut-être la victime. N'est-ce pas affreux ? Miss Marple remuait son thé. Assez affreux, certes, mais plutôt intéressant aussi. S'ils se connaissaient, ce n'était pas le hasard qui l'avait amené ici. Et si ce n'était pas le hasard ? Sa voix s'éteignit délicatement. Madame Clément se pencha. « Vous voulez dire que quelqu'un l'a envoyé ? » « Peut-être, » dit Miss Marple en jetant un coup d'œil vers la fenêtre.
Ou peut-être est-il venu pour quelque chose ou quelqu'un. À ce moment-là, la femme de chambre entra avec un mot remis par un agent. Il s'agissait de l'inspecteur Craddock, demandant à mademoiselle Marple de se rendre au poste si cela lui convenait. « Il souhaite s'enquérir du bouton », expliqua madame Clement en lisant par-dessus son épaule. Miss Marple sourit faiblement. Quelle gentillesse! J'espérais pouvoir parler moi-même à monsieur Harcourt. 1 heure plus tard, elle était assise dans la petite salle froide du commissariat local. Monsieur Harcourt était là, pâle, las, les mains légèrement tremblantes, face à l'inspecteur. Lorsque mademoiselle Marple entra, il lui lança un regard surpris, puis un léger sourire reconnaissant. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» dit-il soudain. « Le bouton. Il est à moi. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Tous les deux, en fait. » Craddock leva brusquement les yeux. « Tous les deux ? Un près du tapis du foyer, un près de l'allée de l'église, » dit Miss Marple. Ce qui suggère plutôt que notre ami est sorti avant l'apparition de la police, contrairement à quelqu'un d'autre portant un manteau similaire. Les lèvres de M. Harcourt s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sort. Craddock fronça les sourcils. « Sorti ? Quand, exactement ?» Miss Marple pencha la tête. « Cela dépendra du moment où le premier bouton se détachera. J'imagine que cela s'était produit dans le salon du vicaire, juste avant qu'on frappe à la porte. » Harcourt baissa les yeux. « Je l'ai laissé tomber en retirant ses gants, » murmura-t-il. « Je me souviens avoir entendu quelque chose tomber. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Vous semblez être un homme sincère, monsieur Harcourt. Et pourtant, une vérité fragmentée peut ressembler étrangement à une tromperie. » Il leva brusquement les yeux, la confusion voilant son regard. « Tu crois que je mens ? Je crois que tu as peur ?» dit-elle doucement. « Et je crois que la peur fait oublier les parties les plus importantes de l'histoire. » L'inspecteur Craddock, s'éclaircit la gorge avec impatience. « Madame Marple, vous semblez avoir une idée en tête. Voulez-vous la partager ? » « Ce n'était pas une idée, » dit-elle avec un léger sourire. « Juste une observation. J'ai déjà vu un homme se tenir comme monsieur Harcourt, la tête basse, une épaule légèrement surélevée, comme s'il s'attendait à un coup. Il s'agissait en fait d'un valet accusé de vol, mais ce n'était pas le vol qui l'effrayait, mais la personne qu'il avait vu commettre. » Il y eut un silence. Craddock regarda Harcourt, puis elle. « Tu as vu quelqu'un dans ce train, n'est-ce pas ?» Harcourt hésite. « Oui, » murmura-t-il enfin. « Mais je ne peux pas vous dire qui. J'ai donné ma parole une fois, et j'étais bien décidé à la tenir. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Parfois, dit-elle, tenir parole peut être synonyme de perte. » Craddock se redressa. « Il nous faudra des noms, monsieur Harcourt. » Mais Harcourt secoua la tête, l'air horrifié. « Pas encore. Vous ne me croiriez pas. » Miss Marple se leva et ramassa son sac. « Peut-être pas, mais je crois, inspecteur, qu'avant la fin de tout ça, quelqu'un au village fera une bêtise, persuadé que tout le monde connaît déjà la vérité. » Ces mots restent en suspens longtemps après son départ, laissant Craddock et Harcourt se regarder, tout aussi mal à l'aise. Le crayon de l'inspecteur Craddock tapota légèrement le bord de son carnet, tandis qu'il relisait ses notes d'interrogatoire. « Alors, l'homme admet être dans le train, mais pas le meurtre, » murmura-t-il. « Il dit avoir vu quelqu'un, mais refuse de dire qui. Très bien ça. »« Pas si bien fait, » dit doucement le vicaire. « Vous découvrirez peut-être que le village en sait plus que vous ne le pensez, inspecteur. Nous avons une façon de nous observer les uns les autres, ici sans en avoir l'air. » Craddock eut un demi-sourire. « Et tu veux dire que ta Miss Marple est en tête du championnat ? Elle remarque ce que les autres ne prennent pas la peine de voir, » répondit le vicaire. « C'est une sorte de curiosité morale, en fait. » L'inspecteur ferma son carnet. « Alors j'aurai besoin de cette curiosité. Il y a une arme disparue, un mort sans nom et un fugitif qui refuse de se défendre. Quelqu'un doit mentir. »
Le lendemain matin, St. Mary Mead était au summum de son industrie, polissant les cuivres, taillant les haies, balayant les seuils, le tout sous un masque de normalité. Mademoiselle Hartnell était certaine que le meurtre était lié à l'espionnage. Madame Price Ridley pensait qu'il s'agissait d'une affaire de cœur. Le colonel Melchett, qui n'avait pas encore quitté son rôle autoproclamé d'autorité villageoise, déclara qu'il s'agissait d'un cas de pure lâcheté et d'alcoolisme. Miss Marple entendit toutes ces opinions d'un coup, au petit-déjeuner, au Bluebird Café, où Madame Clément l'avait persuadée de venir se distraire un instant. « L'inspecteur est de retour au presbytère », chuchota Madame Clément en remuant son thé avec anxiété. « Il interroge Léonard sur l'identité de celui qui a bien pu voir l'homme arriver. » Miss Marple leva les yeux de sa tasse. Il serait plus utile de demander qui l'attendait. Madame Clément fronça les sourcils. S'y attendait-il? Oui, dit Miss Marple pensivement. On arrive rarement dans un village par hasard. On y vient parce qu'on sait ou croit qu'on l'attend. La conversation fut interrompue par l'entrée de Madame Price Ridley, elle-même, rouge d'orgueil. « Eh bien, c'est presque confirmé, » annonça-t-elle en baissant la voix, si bien que tous les présents se penchèrent vers elle sans le vouloir. La police s'intéresse à Madame Bartlett, la veuve du cottage près du parc. Apparemment, elle connaissait le défunt. Il y eut un hoquet collectif. La main de Madame Clément se figea en plein vol. Madame Bartlett, mais c'est la personne la plus silencieuse de la paroisse. Les gens discrets, dit Madame Price Ridley d'un ton sombre, sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Son mari est mort à l'étranger, vous vous en souviendrez, et assez brutalement, d'ailleurs. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent un seul coup avant qu'elle ne parle. Le mari de la chère Madame Bartlett est mort d'une pneumonie. Je m'en souviens, car elle m'avait emprunté mon exemplaire des remèdes de la maison des années 1880, la semaine même où le télégramme était arrivé. Pourtant, elle a la fâcheuse habitude de brûler sa correspondance. Ce petit commentaire se répandit plus vite que la fumée. En moins d'une heure, 3 villageois jurèrent avoir vu Madame Bartlett recevoir une lettre d'un homme inconnu la semaine précédente, tandis que la postière confirmait avoir bien fait suivre un colis à une adresse londonienne, sans se souvenir précisément de l'adresse. L'inspecteur Craddock est venu voir Mademoiselle Marple cet après-midi-là. « Vous avez parlé à des gens ?» dit-il d'un ton doux. « J'ai entendu dire que le village avait déclaré Madame Bartlett coupable. » Miss Marple sourit. « Oh, pas coupable, inspecteur. Simplement intéressant. Mais dites-moi, avez-vous trouvé une trace de l'arme ?» Il secoua la tête. « Pas de chance. La victime a été frappée avec un objet contondant. On cherche près des voies. » Miss Marple hocha la tête, puis changea la conversation de manière inattendue. « Madame Bartlett a-t-elle un panier à couture ?» Craddock cligna des yeux. « Un panier à couture. » « Oui, dit-elle calmement. Elle fait des réparations pour le bazar de l'église. Je pose la question parce que je l'ai vue un jour, avec de longs ciseaux en acier, assez tranchants pour blesser, même avec négligence. » Craddock fronça les sourcils, griffonnant le mot malgré lui. « Tu crois qu'elle les a utilisés ?»« Je pense, dit Miss Marple, que la peur pousse souvent les gens à rejeter exactement ce qui pourrait expliquer leur innocence. » Le lendemain matin, une nouvelle agitation survint. Madame Bartlett, troublée et pâle, fut aperçue en train de parler avec insistance à un homme près du cimetière. L'homme était grand, large d'épaules et inconnu, certainement pas un villageois. Lorsque le gendarme s'approcha, tous deux avaient disparu, bien que le portail du cimetière fût resté entr'ouvert. À midi, Craddock revint au presbytère, l'air crispé. Madame Bartlett admit connaître le défunt. Elle dit qu'il s'agissait de l'ancien associé de son mari, un certain Monsieur Lyle. Il lui avait écrit pour exiger un rendez-vous. Elle prétendit qu'il la faisait chanter au sujet des dettes de son mari. « Chantage », murmura le vicaire. « Bon sang.
Miss Marple était assise tranquillement dans un coin, les yeux baissés sur son tricot. Avait-elle mentionné comment il savait qu'elle habitait ici? Craddock hésite. Il dit qu'il avait dû la retrouver d'une manière ou d'une autre. Dit Miss Marple. C'est étrange. Madame Bartlett a emménagé ici il y a seulement 3 mois, et elle a choisi ce cottage parce qu'il avait vu sur la porte du presbytère. La plume de l'inspecteur s'arrêta net. Que voulait-il dire exactement? Le sourire de Miss Marple était faible. Elle voulait voir qui allait et venait. Et je ne peux m'empêcher de me demander si l'arrivée de notre inconnue était bien la surprise qu'elle prétendait. Craddock la regarda fixement, mais elle était retournée à son tricot, le faible rythme des aiguilles constituant un contrepoint silencieux à la tempête qui se préparait. Dehors, les cloches du soir se mirent à sonner, leur son se propageant par-delà les haies et les ruelles tranquilles. Madame Clément se tenait près de la fenêtre, observant le chemin qui menait au cimetière. « Il y a encore quelqu'un, » murmura-t-elle. « Une ombre près des ifs. » Miss Marple ne leva pas les yeux. « Oui, » dit-elle doucement, « et j'imagine que bientôt, cette ombre s'avança, persuadée que personne ne la regardait. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, les yeux fixés sur l'ombre près des ifs. « Et j'imagine que bientôt, cette ombre s'avança, persuadée que personne ne la regardait. Elle avait raison. Tandis qu'elle parlait, la forme se détacha de la haie et se dirigea vers le portail du presbytère. Madame Clément laissa échapper un petit cri. « C'est Madame Bartlett !» murmura-t-elle. « Et elle porte quelque chose, oh, Léonard, elle a l'air affreuse. » Le vicaire se précipita vers la porte, mais Miss Marple leva la main. « Attendez un instant. Laissez-la venir à vous d'elle-même. On dit rarement la vérité quand on est surpris. » Un instant plus tard, on frappa à la porte avec hésitation. Madame Bartlett se tenait sur le seuil, pâle, échevelée, les mains tremblantes autour d'un paquet enveloppé dans du papier kraft. « Révérend Clément, » balbutia-t-elle, « je dois vous parler. Puis-je entrer ?» Le vicaire la conduisit au salon, tandis que Miss Marple, discrète comme toujours, était assise dans son fauteuil d'angle. Le regard de Madame Bartlett se posa sur elle, mais ne s'attarda pas. Elle déposa le paquet sur la table avec une sorte de précaution désespérée. « Je garde ça depuis hier soir, » dit-elle. « Il ne m'appartient pas. Je l'ai trouvé près de la haie, près du chemin de l'église. » Le vicaire déballa le papier. À l'intérieur se trouvait un gant de cuir sombre, cher et à côté, une petite tige métallique courbée, légèrement ternie. Craddock, arrivé quelques instants plus tard, en réponse aux mots du vicaire, se pencha. « Où avez-vous trouvé cela exactement, Madame Bartlett ?» Elle hésita. « Près des ifs. Il avait dû être déposé là. Peut-être par cet homme, celui qu'ils ont enlevé. » La voix de Miss Marple était douce. Ou peut-être celle de quelqu'un qui était allé à sa rencontre. Les lèvres de Madame Bartlett se lancent. « Haberth, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Craddock examina le gant. Ce n'était pas la taille d'Harcourt, trop petit pour un homme de sa carrure. « En effet, » dit Miss Marple, et plus curieuse encore, observa les coutures. « Voyez-vous les initiales brodées à l'intérieur du poignet ?» Il le retourne. De minuscules lettres, presque usées. E post-L. Ethel Lyle, murmura Miss Marple. L'épouse de la victime, peut-être? Craddock fronça les sourcils. Le défunt s'appelait Lyle, certes. Mais sa femme est décédée il y a 2 ans, d'après nos archives. Alors celui qui possédait cela, dit Miss Marple, voulait que quelqu'un pense autrement. Madame Bartlett émit un son étranglé et s'affala sur une chaise. Vous ne comprenez pas. Monsieur Lyle n'était pas censé jouer. C'était censé être juste une rencontre, une discussion sur l'argent. Je jure. Alors tu l'as rencontré, dit Craddock sèchement. Elle enfouit son visage dans ses mains. Oui. Il est arrivé tôt. Je suis sorti par derrière pour que personne ne me voie.
Il était furieux et a dit que je l'avais trompé, que j'avais encore les papiers de mon mari. Mais non, il m'a attrapé par le bras et je me suis libéré. « C'est tout? Avez-vous vu Harcourt ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Bartlett leva les yeux, surprise. « L'autre homme ? Non, pas sur le moment. Mais plus tard, j'ai vu quelqu'un courir vers le portail du presbytère. Et tu n'as rien dit ? J'avais peur. Tout le monde dans ce village regardait, murmurait « Qu'aurait-il dit ?» Miss Marple la regarda avec douceur. « Ils auraient dit à peu près la même chose qu'aujourd'hui, ma chère. » Mais sans le bénéfice des faits. Cradock emballait soigneusement le gant. « Nous allons le faire examiner. Mais je vais vous dire une chose, Madame Bartlett. Vous avez de la chance que Mademoiselle Marple soit là ce soir. Sinon, j'aurais cru que vous vouliez le cacher, pas le donner. » Les yeux de Madame Bartlett se remplissent de larmes. J'avais l'intention de l'apporter plus tôt, mais je me suis dit que si je le brûlais, le ton de Miss Marple était doux, mais ferme. Le feu est rarement l'ami de la vérité. Il a tendance à détruire les mauvaises choses. Après son départ, Cradock resta debout près de l'âtre, les yeux fixés sur le gant. Nous avons donc un homme mort, l'ami effrayé de sa veuve, un fugitif muet et un gant aux initiales d'une femme morte depuis longtemps. Dites-moi, Miss Marple, comment décrypter un tel enchevêtrement ? On commence, dit Miss Marple sereinement, par se demander pourquoi les initiales ont été laissées à l'intérieur du gant. Ceux qui mettent en scène des choses oublient les petits détails pratiques. Les lettres brodées sont censées prouver la propriété jusqu'à ce qu'elles en éprouvent trop. Elle se leva, enroulant son châle autour de ses épaules. Et je crois qu'il est temps que j'aille voir Mademoiselle Hartnell. Elle était tellement convaincue de l'espionnage, ça pourrait s'amuser de savoir à quel point elle était proche. Sinon des espions, du moins des secrets. Le vicaire parut perplexe. Mademoiselle Hartnell, que pouvait-elle bien savoir ? Oh, dit Miss Marple, les yeux pétillants, elle connaît les rideaux de chacun, leurs visiteurs et la couleur des fleurs qu'ils commandent à la pépinière. À elle trois, elle aura bien quelque chose d'utile en réserve. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans le salon soigné de Miss Hartnell, acceptant une tasse de thé tiède et écoutant avec une patience infinie la dame raconter les événements de la semaine écoulée. Ce n'est que lorsque Miss Hartnell mentionna, presque distraitement, qu'elle avait vu un colis livré à la porte de Madame Bartlett la veille du meurtre, que Miss Marple se calma. « Un colis ?» demanda-t-elle doucement. « Quel genre de colis ?»« Oh, tout à fait ordinaire, » dit Mademoiselle Hartnell. « Du papier kraft, de la ficelle, comme d'habitude. Mais l'homme qui m'apportait ne ressemblait pas à un facteur. Beaucoup trop bien habillé, et il avait un regard étrange et une telle vigilance. » Miss Marple inclina la tête. « Et avez-vous remarqué qu'il s'est dirigé vers la porte du presbytère en partant ?» Mademoiselle Hartnell cligna des yeux. « Eh bien oui, maintenant que vous le dites, il l'a fait. » Quand Miss Marple rentra chez elle ce soir-là, elle resta un moment à contempler les 2 boutons d'argent qui brillaient faiblement dans leur soucoupe. Puis elle sortit le billet déchiré de son sac à main et le déposa à côté d'eux. Ensemble, ils formaient un curieux trio, chacun issu d'une main différente, mais pourtant liés par le même fil invisible. « Encore les apparences, » murmura-t-elle. Toujours si nette en surface, et toujours la vérité cachée en dessous, comme la poussière sous un tapis. Dehors, un vent commença à s'élever à travers les haies, faisant trembler le portail du presbytère comme pour se souvenir. Le vent secouait à nouveau le portail du presbytère, tandis que les paroles de Miss Marple flottaient dans l'air terne. Toujours la vérité cachée sous la surface, comme la poussière sous un tapis. Le lendemain matin, le village tout entier semblait vibrer d'une tension invisible. Des rumeurs avaient déjà transformé la visite nocturne de Madame Bartlett en quelque chose de bien plus sinistre des aveux.
une dépression nerveuse, voire une tentative d'évasion. L'inspecteur Craddock, plus fatigué que d'habitude, se tenait dans le bureau du presbytère, son carnet ouvert, observant le révérend faire les 100 pas. « Si j'entends encore une version des faits de la boucherie, je vais m'emporter », marmonna Craddock. « La moitié de la paroisse pense que Madame Bartlett a empoisonné l'homme. L'autre moitié pense qu'elle protège un amant. » Le vicaire fronça les sourcils. « Et Miss Marple ?» Craddock hésite. Elle demanda la liste de tous les passagers du train descendu à Much Benham la nuit du meurtre. Elle dit que cela pourrait être éclairant. Je ne sais pas comment elle y est parvenue, mais le guichetier semble lui avoir donné les noms. À ce moment-là, Miss Marple apparut sur le seuil, tenant un papier plié. Seulement 6 personnes étaient descendues à Much Benham ce soir-là, dit-elle d'un ton doux. L'une d'elles était notre monsieur Harcourt. Une autre, semble-t-il, était une femme voyageant seule sous le nom de Madame Edwards. Craddock haussa un sourcil. « Et tu penses qu'elle est pertinente ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je crois que le monde est rempli de veuves nommées Edwards, inspecteur. Ce sont généralement des créatures extrêmement pratiques, apparaissant en cas de besoin et disparaissant une fois leur utilité épuisée. » Le vicaire parut inquiet. « Croyez-vous que cette femme soit venue au village ?»« Ah oui, » dit Miss Marple. Miss Hartnell vit une dame bien habillée discuter avec la femme de ménage de Madame Bartlett dès le lendemain matin. La description correspondait parfaitement à un manteau gris, un petit chapeau et des gants en cuir de chevreau. Je soupçonne que notre Madame Edwards a trouvé une raison de s'attarder dans les parages. Craddock soupira. « Alors elle sera déjà partie. »« Pas forcément, » dit Miss Marple. « Ceux qui pensent avoir réussi s'attardent souvent pour admirer leur œuvre. » Cet après-midi-là, Madame Bartlett fut de nouveau convoquée à la police pour interrogatoire. Elle arriva tremblante, serrant un mouchoir humide, son sang-froid disparut. Craddock commença doucement à s'enquérir de son visiteur, le supposé Monsieur Lyle. Il a dit qu'il voulait ses papiers et des lettres commerciales datant d'il y a des années, murmura-t-elle. Il a dit que ça prouvait quelque chose, mais il n'a pas voulu me dire quoi. Je jure que je ne savais même pas qu'il était encore en vie jusqu'à la semaine dernière. Alors comment t'a-t-il trouvé ? Demanda Craddock. Elle hésita en faisant tourner le mouchoir. Peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un que mon mari a connu. Il y avait une femme, Eleanor. Elle s'interrompit. « Oh, je n'aurais pas dû dire ça. » Miss Marple, discrètement assise dans un coin sous prétexte de soutien moral, parla doucement. « Eleanor Lyle, peut-être. » Les yeux de Madame Bartlett s'écarquillèrent. « Comment connaissez-vous ce nom ?» La voix de Miss Marple était calme. Parce qu'on avait retrouvé un gant à ses initiales. Et parce que les morts voyagent rarement sans fantôme. Madame Bartlett, la question est de savoir quel fantôme est revenu. Madame Bartlett se mit à pleurer en silence, et Craddock ferma son carnet, inquiet. « C'est tout pour le moment, » dit-il. Après son départ, Miss Marple resta assise, les doigts légèrement croisés. Elle a peur de quelque chose de bien plus récent que le passé de son mari, murmura-t-elle. Et elle a peur de quelqu'un de vivant. Craddock fronça les sourcils. Tu parles d'Harcourt ? Peut-être. Ou peut-être a-t-elle peur de la personne qui a fait en sorte que Harcourt vienne ici. Ce soir-là, Miss Marple fait une promenade tranquille le long du chemin en direction du cottage de Madame Bartlett. Les rideaux étaient tirés, mais un mince filet de lumière s'échappait sous la porte. Elle s'arrêta près du portail, tendant l'oreille. À l'intérieur, des voix lentes, pressantes, celles d'un homme et d'une femme. Puis le bruit caractéristique d'une chute, une chaise renversée, peut-être, et un cri aigu. Avant que Miss Marple puisse bouger, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme sortit en courant dans l'obscurité, manquant de la percuter.
Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, avec des cheveux blonds et un manteau coûteux. L'espace d'un instant, sa main effleura la sienne tandis qu'il se redressait et elle sentit la légère empreinte d'un fil à broder sous sa manchette. Un monogramme. Il marmonna des excuses et s'éloigna précipitamment dans la brume. Miss Marple resta immobile, observant la direction dans laquelle il prenait le chemin menant à la porte du presbytère. Puis elle fait demi-tour et entre dans le cottage. Madame Bartlett était affalée sur une chaise, pâle et tremblante. « Il est venu me menacer !» halte-t-elle. « Il m'a dit de ne rien dire à propos de la lettre, que si je le faisais, oh, Miss Marple, ce serait dangereux. » « Quelle lettre ?»« Celle de Monsieur Lyle. Je l'ai gardée, même si j'ai dit à la police que non. Je ne savais pas quoi faire, elle était là, dans le tiroir. Elle l'ouvrit à tâtons. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, froissée et jaunie. « Vous viendrez à Much Benham le mardi 15 mars. Apportez les papiers. Sinon, la vérité éclatera et vous souffrirez comme lui. » Miss Marple le lut une fois, puis le plia soigneusement. « Cette écriture, dit-elle doucement, n'est pas celle d'un homme. Les boucles sont fines, les traits précis. C'est une femme qui a écrit ce texte, quelqu'un qui souhaitait avoir l'air d'un homme. » Madame Bartlett le fixa du regard. « Alors, ce n'est pas Monsieur Lyle qui l'a écrit ?»« Apparemment, non. » En quittant le cottage, Miss Marple aperçut une faible lueur à travers la brume près du cimetière. L'ombre était de nouveau là, observant. Mais cette fois, elle ne s'éloigna pas, mais se rapprocha d'elle. Craddock apparut à ses côtés presque instantanément. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il essoufflé. « Une valise enterrée près des haies, un revolver et un billet aller-retour pour Londres au nom d'Harcourt. Il comptait bien partir, finalement. » Miss Marple hocha lentement la tête. Puis quelqu'un voulut s'assurer qu'il ne le pourrait jamais. Son regard se posa sur le sentier peu visible entre les chaumières et le presbytère. « Ce chemin a été trop souvent emprunté ces derniers temps, » murmura-t-elle, « et pas seulement par Harcourt. » Tandis qu'il se tenait au las, la cloche de l'église sonna 9 heures, son écho sourd se répandant dans le village silencieux. Miss Marple se tourna vers le son, l'air pensif. « Cela commence à prendre sens, inspecteur, mais seulement si nous nous demandons pourquoi tant de gens tournent en rond autour d'une seule vérité. Ça commence à avoir du sens, inspecteur, mais seulement si on se demande pourquoi tant de gens tournent en rond autour d'une seule vérité, » dit Miss Marple à voix basse dans l'air froid. Craddock regarda le sentier embrumé, son souffle visible à la lumière de la lampe. « Et cette vérité serait quoi ?» demanda-t-il. « Que quelqu'un ici, » répondit-elle doucement, et soigneusement préparer les apparences. L'arrivée de M. Harcourt, la peur de Mme Bartlett, même les prétendues preuves, tout semble calme, comme une petite pièce de théâtre. Craddock fronça les sourcils. « Alors vous pensez que notre fugitif a été piégé ? » « Je pense, dit-elle, que M. Harcourt était peut-être la victime visée, seulement la pièce a mal tourné. » Avant que Craddock puisse répondre, un agent de police s'est précipité vers eux, essoufflé. « Monsieur, le prisonnier est parti !» Harcourt s'est évadé de sa cellule. Le visage de Craddock se durcit. « Quand ?» ?»« Il y a moins d'une demi-heure. La serrure a été forcée. Aucun signe de lui. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Échappé ou libéré? De retour à la gare, le chaos régnait. Un loquet de fenêtres avait été laissé. Des traces de pas boueuses s'étendaient jusqu'à la clôture arrière. Pourtant, les traces étaient étrangement nettes, comme si quelqu'un avait placé chaque pas avec un soin délibéré. Craddock s'agenouilla pour les examiner. « C'est trop régulier, » marmonna-t-il, presque répété. Le regard de Miss Marple se porta sur une chaise près de la porte de la cellule. Et ce tissu, voyez comme il est déchiré. Quelqu'un a attrapé un fil, un tissu fin, trop semblable à une manche de manteau de femme. Craddock se redressa. « Vous suggérez »
Je suggère, dit-elle doucement, que M. Harcourt ait peut-être bénéficié d'une aide des plus respectables. Ils retournèrent au presbytère, où Madame Clément attendait anxieusement près du feu. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle. « Je viens d'apprendre. Tout le village est en émoi. Madame Bartlett a disparu. » Cradock se retourna. « Quoi? Elle n'est pas rentrée après votre interrogatoire. Sa femme de chambre dit qu'elle est partie avec une valise. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Une valise », répéta-t-elle doucement. Quelle cohérence de sa part! Il semble que les bagages deviennent dangereux dans cette affaire. Cradock se frotta la tempe. « Nous avons donc perdu nos 2 témoins clés. » Miss Marple se sert une tasse de thé, l'air presque serein. « On court quand on a peur, inspecteur. Mais il faut toujours se demander ce qui nous effraie le plus, la punition ou la découverte. » Le lendemain matin, la poste apporta une enveloppe adressée au presbytère, griffonnée à la hâte. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier. « Dites-lui de ne pas me chercher. Elle ne comprend pas. Ce gant n'a jamais été à moi. » Elle n'était pas signée, mais l'écriture était incontestablement celle de Madame Bartlett. Cradock la laissait tomber sur la table. Elle court pour se sauver. Miss Marple l'a lu 2 fois avant de le plier soigneusement. Ou pour sauver quelqu'un d'autre. « Qui donc ?» demanda le vicaire, impuissant. Le regard de Miss Marple se porta vers la cheminée, où les 2 boutons d'argent reposent encore à côté de la soucoupe. Quelqu'un qu'elle aimait ou quelqu'un qu'elle craignait. Il est souvent difficile de faire la différence. Plus tard dans la journée, Miss Marple se dirigea vers le passage à niveau, où la voie ferrée prenait la direction de Much Benham. Le chef de gare, un homme mince et nerveux, balayait le quai lorsqu'elle s'approcha. « Ah, bonjour, Miss Marple, » dit-il. « Quel meurtre! J'ose croire que cet endroit ne sera plus jamais le même. »« En effet, » murmura-t-elle. « Dites-moi, avez-vous remarqué que quelqu'un avait acheté un billet aller-retour pour Londres le lendemain du meurtre ?» Il se gratta le menton. « Maintenant que vous le dites, oui, madame. » Pâle et silencieuse. « Voilée. Payée en liquide. » Est-ce qu'elle semblait effrayée? Il hésite. Pas effrayé. Déterminé. Le genre de personne qui ne regarde pas en arrière. Miss Marple le remercia et rentra lentement chez elle. En passant devant le cimetière, quelque chose de blanc attira son regard parmi les branches d'ifs. Elle se baissa et trouva un bout de papier coincé entre les brindilles. C'était un horaire de chemin de fer déchiré au dos, avec les mots au crayon « Réunion » reportés. Surveillez la porte du presbytère. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Ce n'était donc pas fini après tout. Ce soir-là, Cradock est revenu, las et irritable. Nous avons fait circuler le signalement de Madame Bartlett, mais elle a disparu. Aucun signe d'Harcourt non plus. Si ça continue, je devrais rendre des comptes à Londres. Miss Marple lui tendit le fragment d'horaire. Je pense que vous découvrirez que vos fugitifs sont bien plus proches que vous ne le pensez. Il le fixa du regard. Tu crois qu'ils sont encore au village? Elle sourit faiblement. Je crois que quelqu'un veut nous faire croire qu'ils sont partis. Encore des apparences, inspecteur, si réconfortantes, si trompeuses. Un peu comme ces boutons d'argent, vous ne trouvez pas? Il la regarda fixement. Tu as quelque chose en tête. Sauf que c'étaient des boutons militaires, des boutons d'officier d'il y a 20 ans. Je les ai reconnus hier soir en nettoyant mes lunettes. C'était un détail, mais le diable les aime bien. Cradock expira lentement. Alors, qui, dans ce coin paisible de St. Mary Mead, portait autrefois un uniforme? Le regard de Miss Marple croisa le sien. Eh bien, presque tout le monde est suffisamment respectable pour être au-dessus de tout soupçon. Dehors, le vent était tombé et la nuit s'étendait encore sur le village. Pourtant, près de l'église, une lumière se déplaça brièvement, une lanterne oscillant. Une silhouette s'arrêtant près de la haie,
avant de disparaître dans l'obscurité. Miss Marple, à sa fenêtre, l'observait sans surprise. « Tôt ou tard, » se murmura-t-elle, « le rideau se lèvera à nouveau et cette fois, l'acteur ne se souviendra pas de son texte. »« Tôt ou tard, » murmura Miss Marple, « le rideau se lèvera à nouveau et cette fois, l'acteur ne se souviendra pas de son texte. » Les paroles se révélèrent prophétiques. Le lendemain matin, à Sainte-Marie-Mead, un autre bruit se fit entendre. La femme de ménage, Madame Sims, avait découvert des empreintes de pas près de la porte de la sacristie, grandes et boueuses, qui menaient à la fenêtre, mais pas au-delà. Plus curieux encore, une trace de suie maculait le loquet, comme si elle avait été gantée. L'inspecteur Craddock arriva dans l'heure, irritable et n'ayant pas dormi suffisamment. « Si ce sont encore les enfants de chœur, je vais demander à leur père de réparer les bancs jusqu'à Noël, » marmonna-t-il. Miss Marple, appelée par Madame Clément, car elle remarque les choses, se pencha délicatement sur le rebord de la fenêtre. « Non, l'inspecteur, dit-elle doucement, n'est pas un garçon. Trop écarté. Et voyez-vous l'empreinte du talon? C'est celle d'une chaussure de marche d'homme, pas celle d'un enfant. Mais il y a autre chose, regardez bien la trace sur la peinture. Du charbon, pas de la suie. Quelqu'un a peut-être manipulé un bâton brûlé pour masquer une empreinte digitale. » Craddock se redressa. Notre visiteur était donc prudent, ou du moins, il le croyait, répondit Miss Marple. C'est assez différent. Madame Clément rôdait près de la porte, inquiète. Pensez-vous que ce soit Monsieur Harcourt? Peut-être se cache-t-il dans le coin? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Si c'était Monsieur Harcourt, dit-elle finalement, il serait venu me voir, ou voir le vicaire. Il m'a paru comme un homme habitué aux bonnes manières, aussi acculé soit-il. Non, ma chère, je crois que c'est quelqu'un qui souhaite que nous continuions à croire aux fantômes. Dans l'après-midi, les hommes de Craddock avaient ratissé le cimetière, ne trouvant rien d'autre qu'un morceau de ruban délavé près de la haie, celui qu'on utilise pour attacher les chapeaux des dames. Il était accroché à un buisson épineux, flottant faiblement dans la brise. Madame Clément, constatant la frustration de l'inspecteur, chuchota à Miss Marple. « Ce n'est pas possible que ce soit celui de Madame Bartlett, n'est-ce pas? Elle ne porte jamais de ruban. »« Non, » dit Miss Marple, le regard pensif. « Mais quelqu'un a peut-être voulu nous le faire croire. Un ruban accroche la lumière, et un gant laisse une trace. Tous deux sont des invitations à voir ce que l'on attend plutôt que ce qui est. » Ce soir-là, Craddock se présente une fois de plus au cottage de Miss Marple, son manteau trempé par la pluie. « Nous avons reçu un télégramme de Londres, » dit-il. L'homme tué dans le train était bien M. Lyle, mais le plus étrange, c'est que son compte en banque fut vidé une semaine avant sa mort. L'argent fut versé à une femme signant Madame E. L. Edwards. Miss Marple leva les yeux de son tricot, l'air doux. « Ah, la dame du train. C'est vraiment gentil de sa part. »« Tu veux dire qu'elle l'a tué pour l'argent ?» demanda Craddock. « Je veux dire, Miss Marple a dit qu'elle l'avait tué pour ce qu'il pourrait révéler. L'argent n'est qu'un moyen, la peur est toujours le mobile. » Craddock se frotta les tempes. « Et Harcourt ? Pauvre monsieur Harcourt, dit-elle doucement. Il n'a jamais été plus qu'un pion. Quelqu'un savait qu'il suivrait la piste, quelqu'un qui comptait sur son honneur pour le faire. Je soupçonne qu'il est venu à Sainte-Marie-Mead, non pas pour se cacher, mais pour avertir. » L'inspecteur la fixa du regard. Pour avertir qui? Elle sourit faiblement, celle qui refusait d'écouter. Cette même nuit, une agitation s'éleva au passage à niveau. Le signaleur rapporta avoir vu une lanterne se déplacer le long des voies, et en allant vérifier, il trouva une petite valise ouverte près du talus. À l'intérieur, un voile de femme et un billet pour Londres daté de 2 jours plus tôt. Mais il n'y avait aucune trace de son propriétaire. Miss Marple arriva discrètement le lendemain matin, son parapluie tapotant les pierres.
Elle examina la valise sans la toucher. Pas d'initiale, murmura-t-elle, ni de mouchoir, bien qu'une dame en ait toujours un. Celui qui avait laissé cela voulait faire croire qu'il était parti, mais c'est le désordre qui le trahit. Un vrai vol n'est jamais aussi bien préparé. Cradock jeta un regard inquiet aux haies environnantes. « Tu crois qu'elle est encore là ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui, parce qu'elle a besoin de quelque chose qu'elle a laissé derrière elle et qu'elle ne supporte pas de le laisser. » Tandis qu'il parlait, la cloche de l'église sonna soudain, pour les prières du soir, son écho creux dans l'air humide. Le regard de mademoiselle Marple se porta vers le presbytère. « Savez-vous, inspecteur, que je crois qu'il est temps de parler au visiteur de M. Harcourt. Celui que personne n'a vu est arrivé, et tout le monde l'a oublié depuis. » « Le visiteur ? » ?»« Oui, l'homme aux cheveux blonds qui m'a frôlé ce soir-là. Je me souviens depuis où je l'ai vu debout, aux côtés du colonel Melchett, lors de la cérémonie d'armistice l'année dernière. Il portait le même insigne que les boutons de ma soucoupe. Les yeux de Cradock s'écarquillèrent. Le neveu de Melchett, Edward, n'est-ce pas celui qui était venu vivre avec lui après la guerre? Précisément, dit Miss Marple. Un jeune homme charmant, très poli, toujours prêt à aider avec les comptes de l'église. Trop poli peut-être. La politesse est souvent le meilleur déguisement pour la tromperie. Ce soir-là, lorsqu'Edward Melchett fut amené à être interrogé, il parut presque amusé. « Je ne vois guère l'utilité de cela, inspecteur, » dit-il. « J'ai rencontré ce malheureux homme une fois, il y a des années, dans le cadre de mes affaires. Je n'ai rien à cacher. Alors peut-être expliquerez-vous pourquoi Madame Bartlett a été vue en votre compagnie la nuit de sa disparition, » dit Cradock. Il cligna des yeux, puis sourit faiblement. « Vue par qui ? » ?»« Par Miss Marple, » dit Cradock. À ces mots, le sang-froid d'Edward vacilla légèrement. Son regard se déplaça, puis se stabilisa. Si l'on prend l'imagination d'une vieille dame comme preuve, inspecteur, alors nous vivons une époque vraiment étrange. Le ton de Miss Marple était serein. « Oh, pas d'imagination, mon cher, de la mémoire. Et j'en ai une très bonne. Je me souviens que la manche de ton manteau a effleuré la mienne ce soir-là, et que ton fil à broder était en soie bleue et non noire. Un habit de tailleur datant de ton régiment. Alors, dis-moi, quand tu t'es enfui du cottage de Madame Bartlett, portais-tu quelque chose de plus lourd que la culpabilité ?» Le sourire d'Edward disparut. On ne peut rien prouver. Miss Marple le regarda avec douceur. « Pas encore, » dit-elle. « Mais il est remarquable de voir comment la vérité, telle une valise enfouie, a cette faculté de remonter à la surface. » Ces mots restèrent suspendus dans le silence chargé, et même la plume de Cradock s'arrêta au milieu d'un griffonnage. Dehors, le vent s'était levé à nouveau, balayant les feuilles sèches à travers la ruelle et faisant grincer légèrement la porte du presbytère comme si quelque chose d'invisible venait de s'y glisser. Le portail du presbytère grinçait encore faiblement, tandis que Miss Marple quittait l'expression provocatrice d'Edward Melchett pour celle, tendue, de l'inspecteur Cradock. « Voyez-vous, » dit-elle doucement, « il y a des choses qu'on ne peut cacher simplement en gardant le silence. Le corps peut rester immobile, mais la culpabilité est toujours présente. Elle bruisse dans les rideaux, grince sous le portail, souffle là où elle ne devrait pas. » Cradock replia son carnet. « On le gardera toute la nuit, » dit-il doucement. « S'il est innocent, ça ne le dérangera pas. » Edward rit, sans rire. « Vous perdez votre temps, inspecteur. Il n'y a aucune preuve, aucune arme, aucun témoin, aucune confession. Je dormirai sur mes deux oreilles. » Miss Marple le regarda avec un léger intérêt. « Je l'espère bien, » dit-elle. « Car parfois, ce n'est pas le sommeil qu'on rencontre dans le noir, mais la conscience, et c'est un compagnon bien moins reposant. » Quand Edward fut escorté dehors,
Cradock se tourna vers elle. « Tu penses qu'il est coupable ?»« Je crois, dit-elle, qu'il est coincé. Et les hommes coincés finissent par parler, non pas par peur, mais parce que le silence commence à ressembler trop à la vérité. » Le lendemain matin, un autre événement se produisit. Madame Clément se précipita dans le salon de Mademoiselle Marple, essoufflée. Léonard venait de rentrer du cimetière et ils ont trouvé une lettre derrière la chaire. Elle vous est adressée. Miss Marple accepta l'enveloppe en haussant les sourcils. Le papier était humide, légèrement parfumé et tenu par une main de femme. Elle le lut en silence. Il n'est pas ce qu'il paraît. L'homme que vous appelez Harcourt est en danger et j'en suis la cause. Pardonnez-moi. Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Il n'y avait aucune signature. Madame Clément se pencha en avant. Qui a bien pu écrire ça? Madame Bartlett? C'est possible, dit Miss Marple en pliant soigneusement le billet. Ou quelqu'un qui voudrait nous le faire croire. La différence, ma chère, réside dans le mobile. Ceux qui éprouvent de véritables remords prennent rarement la peine de dissimuler leur écriture. Cradock arrive dans l'heure, le visage sombre. Le neveu de Melchett dit qu'il était sorti se promener cette nuit-là, rien de plus. Il affirme que Madame Bartlett est venue lui demander de l'aide, qu'il a tenté de la renvoyer. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais vu Harcourt. Miss Marple sourit faiblement. J'ose dire que c'est presque vrai. La plupart des mensonges, vous savez, reposent sur une base solide de demi-vérité. La patience de Cradock commençait à s'amenuiser. Et l'autre moitié, alors? La partie qu'il avait omise, murmura Miss Marple. Qui a envoyé la lettre convoquant M. Harcourt? Parce que, si Madame Bartlett et Harcourt ne l'ont pas fait, alors quelqu'un d'autre les a utilisés comme des pions dans le même jeu. Une petite mascarade de culpabilité. Le vicaire entra à ce moment-là, tenant une enveloppe. Inspecteur, celle-ci a été remise en main propre. L'écriture est la même que celle du mot reçu par Mademoiselle Marple. Cradock le déplia. Le message était bref. Arrêtez de la chercher. Elle a assez payé. Le regard de Miss Marple se porta vers la fenêtre. Voyez-vous, inspecteur, quelqu'un est en train de ranger. Les lettres, la valise, les jetons en ruban destinés à clore une histoire, avant même d'en connaître la fin. Dans l'après-midi, la pluie avait commencé, une fine bruine incessante qui brouille les contours des toits et des haies. Miss Marple insista pour aller à l'église à pied malgré le temps, son parapluie flottant comme un papillon noir dans la brume. À l'intérieur, l'air était humide et immobile. Elle examina attentivement la chaire, passant une main gantée le long de la fente où la lettre avait été cachée. En dessous, légèrement coincée derrière le panneau sculpté, elle trouva autre chose, un petit morceau de papier journal déchiré. Le fragment contient une partie d'une publicité. Enquête privée. Discrétion assurée. Monsieur, les lèvres de Miss Marple se courbèrent. Les talents de notre cher Edward s'étendent donc au-delà des comptes paroissiaux. Quelle audace! Lorsqu'elle présenta la coupure de presse à Cradock ce soir-là, ses yeux s'écarquillèrent. Un détective privé? Ici? Impossible. Ce n'était pas impossible, dit calmement Miss Marple. Simplement gênant. J'imagine que le jeune monsieur Melchett effectuait un travail discret pour des clients qui préféraient rester anonymes. Peut-être même monsieur Lyle. Il suivait peut-être Harcourt ou madame Bartlett, tous les deux. Cradock se rassit lourdement. Tu crois que Lyle l'a engagé? Je crois que Miss Marple a répondu. Lyle l'a embauché et quelqu'un d'autre a embauché Lyle. La tromperie est réciproque. La question est de savoir qui a payé qui pour se taire. Juste à ce moment-là, Madame Clément entra, pâle et tremblante. « Inspecteur, vous feriez mieux de venir immédiatement. Il y a eu une autre découverte. » Ils la suivirent à travers le chemin humide jusqu'au jardin du presbytère. Près du tas de compost, un agent de police montait la garde devant un trou à moitié creusé.
À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique, ternie et cabossée. Craddock l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, des relevés bancaires, des reçus, et la photo d'un jeune homme en uniforme debout à côté d'une femme souriante. Miss Marple se pencha. Madame Bartlett, bien sûr. Et l'homme à côté d'elle n'était pas son mari. Craddock regarda fixement Edward Melchett. « Oui, » dit Miss Marple doucement. Alors la toile se resserre. Elle l'aimait autrefois. Peut-être l'aimait encore. Il l'a trahi, ou elle l'a trahi. Quoi qu'il en soit, il fallait enterrer le passé avant qu'il ne puisse parler. Le vicaire est bouleversé. Mais l'amour, c'est sûr. L'amour, dit doucement Miss Marple, est un mot respectable pour des émotions très désordonnées. Ils restèrent silencieux tandis que la pluie s'intensifia, claquant doucement sur le sol retourné. Finalement, Miss Marple se détourna. « Vous trouverez la vérité enfouie dans ces papiers, inspecteur, mais pas son cœur. Elle se trouve ailleurs, dans quelque chose de bien plus petit. » Craddock fronça les sourcils. « Plus petit ?» Elle fait un signe de tête vers la fenêtre du presbytère, entre deux boutons argentés. La signification lui échappe, mais elle sourit faiblement. « Voyez-vous, inspecteur, on en a trouvé un près du tapis du foyer, un autre près de la haie. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'étaient là où ils auraient dû être. Voilà ce qui arrive quand on change de veste dans le noir. » Craddock la fixa du regard. « Tu veux dire que quelqu'un d'autre portait le manteau d'Harcourt ?»« Exactement. Et qui que ce soit, dit-elle doucement, il devra bientôt affronter la même chose qu'il s'est efforcé d'enterrer. » Dehors, la pluie s'arrêta aussi brusquement qu'elle avait commencé, plongeant le village dans un silence pesant et plein d'attente. Au loin, le sifflet d'un train retentit longuement, lugubrement, puis s'éteignant. L'écho du sifflet du train résonnait encore dans la nuit humide, lorsque l'inspecteur Craddock dit « Quelqu'un a changé de veste dans le noir. C'est votre théorie ? Mais qui et pourquoi ?» Miss Marple ferma son ombrelle avec une précision silencieuse. « Car, inspection, lorsque deux personnes échangent leurs identités, une seule survit au malentendu. » Elle n'en dit pas plus, et Craddock, habitué à sa sagesse elliptique, sut qu'il valait mieux ne pas insister. Il suivit son regard jusqu'à la fenêtre du presbytère, où la faible lumière de la lampe tremblait sur la vitre mouillée par la pluie. « Tu crois que celui qui portait le manteau d'Harcourt était le meurtrier ?»« Oh non, » dit-elle doucement. Le meurtrier portait la respectabilité comme un bien meilleur déguisement. Le manteau n'était que le costume de la panique. Le lendemain matin, une atmosphère sereine régnait à St. Mary Mead. Les villageois, après avoir épuisé toutes les rumeurs, attendaient maintenant des faits et furent légèrement déçus de ne rien obtenir. Le colonel Melchett, pâle et les traits tirés, arriva à grands pas au presbytère, la mâchoire serrée par l'indignation. « Mon neveu a été traité honteusement, Clément, traqué comme un criminel. S'il reste une justice, cette farce prendra fin immédiatement. » Le vicaire lui fit signe de se diriger vers le salon où Miss Marple était assise, tricotant, l'air d'une douce domesticité. Elle salua le colonel Melchett avec gentillesse par une matinée si humide pour les visites. Il hocha la tête avec raideur et retira son chapeau. « J'imagine que tu as encore raconté à l'inspecteur tes propres histoires de village. Sache qu'Edward n'est pas un meurtrier. » Miss Marple sourit. « Ah, je suis tout à fait d'accord. Un meurtre aurait exigé bien plus de courage qu'Edward n'en avait jamais possédé. » Il cligna des yeux. « Je vous demande pardon. » Elle plie son tricot. « J'imagine que vous connaissez plutôt bien votre neveu, colonel, mais on a des couches, même dans les familles. Le passé militaire d'Edward montre une tendance à l'évasion sous la pression. Ce genre de nature ne vous trompe pas, souvent pour sauver sa peau, parfois pour protéger autrui. » Le visage de Melchett rougit. « Qu'est-ce que tu insinues exactement ?»
qu'Edward était là, dit-elle doucement, qu'il avait été témoin de quelque chose qu'il avait tenté de réorganiser par la suite. Mais la réorganisation était maladroite, le mauvais manteau, la mauvaise histoire et trop de peur. Avant qu'il puisse répondre, un agent de police était entré avec un message pour Cradock Harcourt. Il s'était rendu. Arrivé à la gare, Harcourt s'assit calmement à la petite table en bois, les cheveux humides, mais le regard clair. « Je ne pouvais pas rester caché », dit-il doucement. Ce n'était pas bien. Cradock se pencha en avant. « Tu sais qui a tué Lyle ?»« Je sais à qui il fallait imputer la responsabilité, » répondit Harcourt. « Et je pense que vous aussi. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Vous avez échangé vos manteaux avec quelqu'un ce soir-là, n'est-ce pas ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, Edward Melchett. Il pleuvait à verse. Nous nous sommes retrouvés près de la haie, près du portail du presbytère. Il a dit qu'il remettrait une lettre de ma part à Madame Bartlett, qu'elle comprendrait. J'ai eu la bêtise de le croire. « Et après ?» demanda Cradock. « Il m'a dit d'attendre près de l'église. Puis j'ai entendu les voix de Lyle et de Madame Bartlett qui se disputaient. À mon retour, Lyle était à terre. Mort. Edward est réapparu et m'a dit de m'enfuir sous peine de me faire accuser. Je n'ai réalisé que plus tard qu'il avait gardé mon manteau et mon billet. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Un tour ingénieux pour peu qu'on soit assez malin pour le réussir. Ce qui, malheureusement, n'était pas le cas d'Edward. Cradock expira. Melchett a donc tenté de piéger Harcourt, puis a paniqué quand les choses ont mal tourné. Précisément, dit Miss Marple. Il pensait qu'en enterrant les papiers et en créant une fausse piste, il pourrait se protéger, lui et Madame Bartlett. Ce qu'il oubliait, c'est que la panique laisse des empreintes, même là où la poussière a été essuyée. Un silence s'ensuivit. Puis Harcourt dit doucement, Madame Bartlett ne pensait pas tout cela. Elle pensait le protéger. Miss Marple hocha la tête. Oui, le gant avec ses initiales, la lettre d'avertissement. Tout cela était sa façon mal avisée de le protéger. Elle croyait encore en l'homme qu'elle aimait, même en sachant ce qu'il avait fait. Cradock se leva en se frottant le menton. Il faudra la retrouver. Elle viendra, dit Miss Marple sereinement. Quand on fuit la vérité, on revient toujours à son point de départ. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Madame Bartlett apparut au cottage de Miss Marple. Ses vêtements étaient humides, son visage était vide. « Je ne pouvais pas partir, » murmura-t-elle. « Il a dit que tout irait bien si je me taisais. » Miss Marple lui fit signe d'entrer. « Et tu le crus ?»« Je le voulais, » murmura Madame Bartlett. « Après la mort de mon mari, Edward s'est montré gentil. Je me suis dit, eh bien, on pense toujours que la gentillesse est synonyme de bonté. » Miss Marple lui versa doucement son thé. « La gentillesse est un joli cadeau, ma chère, mais il faut toujours regarder ce qu'il y a en dessous. Et maintenant, je pense que vous devez raconter la suite à l'inspecteur Cradock. » Plus tard, lorsque les aveux furent signés et qu'Edward fut emmené, Cradock s'attarda dans le salon de Miss Marple, la regardant ranger son tricot dans son panier. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» dit-il. « Oh, pas du tout, » répondit-elle d'un ton léger. « J'ai simplement remarqué que les boutons n'étaient pas à leur place sur le manteau d'Harcourt. Voyez-vous, il était gaucher, et pourtant le bouton manquant était sur la manchette droite. J'avais autrefois un cousin qui avait la même habitude. Un vrai problème pour les tailleurs. » Cradock sourit tristement. « Ça paraît tellement simple. C'est généralement le cas, » dit Miss Marple, « si l'on dépasse les apparences. » Dehors, la nuit s'installe sur St. Mary Mead. La pluie avait cessé, le vent s'était calmé, et le portail du presbytère était enfin immobile. Pourtant, le regard de Miss Marple s'attardait pensivement sur lui.
comme s'il murmurait encore faiblement tout ce qui avait traversé la peur, la tromperie et l'amour, le tout dissimulé sous le même manteau respectable. Au matin, les ragots reprennent, adoucis par la pitié et la distance. Le village retrouvait son rythme de tasses de thé et de cloches. Mais pour l'instant, seule Miss Marple restait assise, éveillée, réfléchissant à la rapidité avec laquelle la confiance pouvait être abusée et à la facilité avec laquelle la vérité pouvait disparaître derrière des sourires polis. L'aube était à peine passée lorsque la vérité s'abattit sur St. Mary Mead, telle la levée d'un brouillard lent, presque doux, et pourtant laissant derrière elle un silence brutal. Le jardin du presbytère glissait sous la pluie nocturne. La cloche de l'église sonnait doucement, ses échos se répercutant à travers les haies. Dans le salon de Miss Marple, l'inspecteur Craddock se tenait près du feu, tournant distraitement son chapeau dans ses mains. « Voilà donc tout, dit-il enfin. Edward Melchett a tout arrangé, lettres, manteau, billets et même le gant. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, Miss Marple, c'est pourquoi. » Miss Marple leva les yeux de son thé. « Ah, mais pourquoi est-ce toujours le plus simple, inspecteur ? Edward voulait enterrer le passé, mais le passé refusait de rester. Il pensait qu'en rejetant les soupçons sur quelqu'un d'autre, il pourrait préserver sa réputation et celle de la femme qui avait cru en lui. » Craddock fronça les sourcils. « Madame Bartlett, bien sûr, il l'aimait au moins, comme un homme égoïste aime tout ce qu'il croit lui appartenir. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant, du vivant de son mari. Edward était jeune, charmant, et le pauvre M. Bartlett était plus âgé, malade, et la situation semblait donc florissante. Il existait entre Edward et la dame un accord que la bienséance empêchait de dégénérer en scandale. Puis la mort soudaine de Bartlett à l'étranger la laisse libre, mais appauvrie. Elle se croyait débarrassée de toute ombre jusqu'à la réapparition de M. Lyle. Les yeux de Craddock se plissèrent. Lyle, le maître chanteur. Précisément, dit Miss Marple en posant sa tasse. Il avait autrefois été le commandant d'Edward pendant la guerre. Il savait des choses horribles, qui pouvaient détruire le nom Melchett et par là même les chances d'héritage d'Edward. Et lorsqu'il découvrit la dépendance de Madame Bartlett envers Edward, il y vit une occasion de profit. Il commença à lui écrire, exigeant de l'argent sous peine de masquer ses torts. Craddock s'approcha du feu, les pièces s'emboîtant enfin. « Alors Edward a fait venir Lyle ici. »« Oui, » répondit Miss Marple. Il envoya la lettre au nom de Madame Bartlett, prétendant qu'elle avait les papiers que Lyle désirait. Puis il persuada Harcourt, qui ignorait tout de l'affaire, de remettre un message au presbytère le soir même, prétextant une affaire urgente. Harcourt, un homme pauvre, croyait contribuer à apaiser une querelle. Il ignorait que sa présence servirait de bouc émissaire idéal une fois Lyle retrouvé mort. La main de l'inspecteur se serra sur le bord de son chapeau. Et le manteau ? « Une précaution, » dit Miss Marple. Edward insista pour que Harcourt apporte son manteau au presbytère, par pure courtoisie, afin de le garder au sec. En réalité, c'était une assurance. Lorsque le meurtre serait découvert, l'homme portant ce manteau serait tenu pour responsable. Ce n'est qu'après qu'Edward comprit que son plan avait mal tourné, Harcourt était parti avant que le crime ne soit commis, et Lyle était tombé non pas intentionnellement, mais sous l'effet de la panique. Madame Bartlett tenta d'intervenir et, dans la lutte, Lyle se cogna la tête contre le chemin de pierre. Donc elle ne voulait pas le tuer. « Non, » dit Miss Marple doucement, mais Edward vit ce qui s'était passé. Et au lieu d'aider, il en profite. Il traîna le corps vers la haie, retira un des boutons d'Harcourt et fit croire que la course-poursuite s'était terminée en violence. Il se croyait assez intelligent pour maîtriser la suite. La mâchoire de Craddock se crispa, et elle le laissait faire parce qu'elle l'aimait encore,
répondit simplement Miss Marple. Il lui dit que le seul moyen de les protéger tous les deux était de garder le silence et de laisser Harcourt assumer la responsabilité. Et lorsqu'elle hésita, il l'effraie et lui parla de scandale, de ruine, de déshonneur. La peur, inspecteur, est une chaîne plus solide que n'importe quelle menotte. L'inspecteur avait l'air sombre. Il aurait pu s'en tirer sans problème si vous n'aviez pas remarqué ses boutons. Miss Marple sourit faiblement. « Ah, mais il ne faut pas trop m'accorder de crédit. C'étaient les petites incohérences, le manteau était trop beau pour un fugitif, l'écriture des lettres trop féminine pour un soldat, et cette curieuse paire de gants. Édouard était ordonné par habitude, mais négligent par tromperie. Il se souvenait de cacher ses empreintes, mais oubliait que la culpabilité laissait sa propre marque, une marque que même la pluie ne peut effacer. Il y eut un silence. Le feu crépitait doucement. La bouilloire sifflait en arrière-plan. Puis Cradock dit « Il a avoué. Il a reconnu tout ce que vous avez dit. Madame Bartlett sera inculpée de recel, mais pas de meurtre. Harcourt est libre. » Miss Marple hocha la tête, l'air serein. « Et qu'adviendra-t-il d'Edward? Il devra comparaître devant les tribunaux. Melchett a déjà retiré son soutien. La famille est finie. » Miss Marple poussa un léger soupir. Souvent cela se termine ainsi, non pas par un triomphe, mais par un lent effondrement de l'orgueil. Voyez-vous, inspecteur, les apparences sont belles comme une fine dentelle jusqu'à ce que le premier film soit tiré. Cradock observa son visage avec une sorte d'admiration réticente. « Vous donnez toujours l'impression que c'est une pièce de théâtre moraliste, Miss Marple. Comme si chaque péché à St. Mary Mead s'accompagnait d'une leçon. » Elle sourit doucement. « N'est-ce pas, pourtant? Le meurtre n'est rarement de la seule méchanceté. C'est la vanité, la peur, l'aveuglement et des choses si ordinaires. C'est pourquoi il se cache si confortablement parmi nous. » Il hocha lentement la tête, puis se leva. « Tu me pardonneras si j'espère qu'on ne se reverra plus jamais pour une raison pareille. »« Bien sûr, l'inspecteur, » dit-elle gentiment. « Mais j'ose dire que nous le ferons. La nature humaine ne s'améliore pas simplement parce qu'un homme a été pendu. » Après son départ, Miss Marple resta assise, seule, un long moment. Le feu était faible et l'horloge tirait doucement dans le silence. Sur la petite table d'appoint, les 2 boutons d'argent reposent encore côte à côte, petits symboles brillants de tromperie et de rédemption. Elle les ramassa, les retourna dans sa paume et sourit légèrement. Plus tard, dans la matinée, Madame Clément arriva, pâle mais sereine. « Le village parle, bien sûr, » dit-elle. « On dit que Madame Bartlett va partir chez des proches. Pauvre petite, on dirait qu'elle a vieilli de 10 ans en une nuit. Les ragots ont toujours besoin d'une morale, » dit doucement Miss Marple. « Ça rassure les gens de penser qu'un acte répréhensible a l'air aussi horrible qu'il le paraît. Mais la vraie culpabilité, ma chère, est souvent bien discrète. Elle se cache sous la respectabilité et les bonnes manières, jusqu'à ce qu'un petit détail la trahisse. Un bouton, une lettre, un tremblement dans la voix. » Madame Clément hésita. « Crois-tu qu'elle se pardonnera un jour? »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Si elle apprend que pardonner ce n'est pas oublier, c'est se souvenir avec moins de peur. » Ils restèrent assis un moment, écoutant le léger bourdonnement des Sounds, abeilles par la fenêtre ouverte. Dehors, le village s'animait. Les charrettes allaient claquaient. Le facteur sifflait, et on entendait la femme de chambre de Madame Price Ridley annoncer qu'elle le savait depuis toujours. Le calme de St. Mary Mead était revenu, mais c'était un calme fragile, comme le calme qui règne après qu'une cloche a cessé de sonner, lorsque le son vibre encore faiblement dans l'air. Ce soir-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans le chemin menant au portail du presbytère. L'air sentait la terre humide et le lilas une grive chante au loin. Elle s'arrêta là où tout avait commencé, là où l'étranger s'était tenu ce premier soir,
incertain et perdu. Le portail grinça doucement sous la brise. L'espace d'un instant, elle crut apercevoir sa silhouette, coincée entre l'ombre et la lumière de la lampe, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Puis la vision s'estompa, ne laissant apparaître que le doux bruissement des feuilles. Miss Marple sourit faiblement. « Tant de tragédies commencent là, » murmura-t-elle, « entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire, entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. » Elle se tourna vers la maison, sa silhouette menue et nette, se détachant sur le crépuscule. Derrière elle, la cloche du presbytère sonna 7 coups clairs, réguliers et définitifs. Et bien que St. Mary Mead a repris son rythme paisible, un malaise subtil persistant, comme si le village lui-même se souvenait que sous chaque surface polie, la nature humaine murmurait encore à sa manière silencieuse et faillible.